La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi 5 avril 2024 pour cette chronique Zone Bourse du jour qui s'appelle ce matin « Wall Street se prend une petite mandale ». Les mots des banquiers centraux sont toujours paroles d'évangile pour les investisseurs. Le problème, c'est qu'il y a un léger embouteillage au niveau des évangélistes qui brouille le message ou fait penser que la Banque centrale américaine navigue un petit peu trop à vue. La publication des données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis en début d'après-midi aujourd'hui pourrait quand même permettre de faire décanter tout ça. En attendant, Wall Street a piqué du nez hier et devrait entraîner l'Europe ce matin. Et pour compliquer l'équation, le pétrole remonte fort avec les tensions accrues au Proche-Orient. Alors tout allait à peu près bien hier sur les marchés aux États-Unis jusqu'à la prise de parole de Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis. Et là, je dois faire amende honorable, j'avoue que je n'avais pas vu sur les tablettes hier quand je vous ai parlé des banquiers centraux qui devaient prononcer des discours que Neel Kashkari devait parler. C'est une grave erreur car Kashkari est considéré comme le plus faucon des banquiers du FOMC. Il ne vote pas cette année ni la suivante en vertu du mandat tournant des banques régionales de la Fed, mais sa voix compte. En tout cas, sa voix médiatique à défaut de sa voix dans l'urne du FOMC. Hier donc, autour de 20h, Neel Kashkari a expliqué que si l'inflation aux États-Unis continue à stagner à un niveau trop élevé comme c'est le cas actuellement, il ne sera pas nécessaire de réduire les taux en 2024. Cette théorie a déjà été développée par quelques économistes, d'ailleurs j'en avais mentionné quelques-uns la semaine dernière dans ces colonnes, mais dans la bouche d'un membre du FOMC, elle prend du poids, même si le membre en question est connu pour ses positions ultra-orthodoxes. D'ailleurs, le propos a été renforcé par les interventions de deux autres banquiers centraux qui sont plutôt classés parmi les colombes. Ils ont eux aussi tenu un discours un petit peu plus méfiant que prévu vis-à-vis des baisses de taux à venir. Ces multiples saillies, conjuguées au durcissement de la position des États-Unis vis-à-vis d'Israël sur la situation à Gaza et aussi aux déclarations belliqueuses de Benjamin Netanyahu vis-à-vis des ennemis de son pays, tout cela a fait brutalement flancher les indices américains. Wall Street a fini dans le rouge vif hier, notamment du côté du Nasdaq 100 qui a rendu sa pire copie des 2 derniers mois ou presque en perdant 1,55%. Je vous disais la veille que les marchés montaient faute d'avoir de vraies raisons de baisser, peut-être en ont-ils trouvé quelques-unes en cette fin de semaine dans les propos contradictoires des membres de la Fed et dans les craintes d'extension du conflit au Proche-Orient. Car outre les bisbilles américano-israéliennes, l'État hébreu doit aussi composer avec une possible riposte de l'Iran après qu'un de ses bâtiments en Syrie a été détruit par une frappe de Tsahal. La remontée des cours pétroliers sur leur plus haut niveau depuis octobre est un bon indicateur des perceptions du risque de la région actuellement. Sur l'Europe, il n'y avait pas grand-chose à dire hier, en tout cas sur les marchés actions. Les indices ont modestement progressé, à de rares exceptions près. Le CAC 40 s'est ainsi retrouvé en baisse de 0,02%, pénalisé par Air Liquide et Essilor Luxottica. Pour finir la semaine sur une note plus légère, on m'a interrogé hier sur les pires opérations financières qui me venaient à l'esprit ces dernières années concernant des sociétés cotées du genre de celles dont le responsable est enfermé et enchaîné dans les caves du siège social depuis que le deal a été réalisé. J'avoue avoir eu quelques difficultés, mon grand âge ne favorise pas les exercices de mémoire, mais je me suis amusé à en lister quelques-unes quand même. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voici les 5 miennes. J'ai décerné le prix du timing désastreux à Bayer pour son rachat de Monsanto. Alors certes, le groupe allemand a éliminé un concurrent, mais à quel prix ? Le prix de la fausse bonne idée m'a été soufflé hier par Bloomberg et ce n'est pas à proprement parler une acquisition, mais plutôt un contrat cadre. C'est le projet Tout Tesla décidé par Hertz il y a quelques temps qui s'est transformé en véritable chemin de croix pour le groupe de location de véhicules. Je vous ai mis le lien vers l'article de Bloomberg dans la chronique écrite. Le prix, il fallait le faire, mais sa pique revient au rachat de Bombardier Transport par Alstom. Barré par l'UE pour se rapprocher de la division ferroviaire de Siemens, Alstom s'était rabattu sur le Canadien. Le mariage est douloureux, mais il était sans doute nécessaire pour renforcer la position du groupe face à la concurrence chinoise. En tout cas, pour les actionnaires d'Alstom, ça n'a pas du tout créé de valeur. Le prix Marion 2 éclopé, et ça ne marche pas très bien, revient à AMS Osram, là aussi séduisant sur le papier. Le deal s'est avéré être un véritable fiasco boursier. Enfin, je termine en tirant sur l'ambulance avec le prix, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Il revient à Atos avec le rachat de Syntel aux États-Unis. Cette opération très compliquée, dont les conséquences ne sont pas soldées d'ailleurs, toujours pas, devait permettre au groupe de rattraper son retard dans l'externalisation des équipes en Inde, mais la transaction a coïncidé avec le début de la déchéance boursière de la société. Voilà, je referme cette parenthèse sur les opérations financières désastreuses pour revenir sur les marchés en Asie-Pacifique ce matin. La semaine s'achève assez logiquement dans le rouge dans le sillage de Wall Street. Tokyo perd 2,2%, Séoul 1,4%, on perd 0,6% du côté de Taïwan et de Sydney, Shanghai recule de 0,4% et Hong Kong de 0,1%, Bombay surnage en restant à l'équilibre. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils baissent assez logiquement.
Du côté de l'actu des sociétés en France, PepsiCo a trouvé un terrain d'entente avec Carrefour pour remettre ses produits en rayon. Le français les avait déréférencés en réponse aux hausses de prix réclamées par Pepsi. Boeing et Airbus envisagent un accord cadre pour scinder les activités de Spirit AeroSystems selon Reuters. Wendel a vendu une participation de 9% dans Bureau Veritas pour 1,1 milliard d'euros brut environ. Bureau Veritas qui s'est engagé à racheter 0,8% des titres placés et le fonds LAC détenu par BPI France 4% des titres qui ont été placés. Valeo émet 850 millions d'euros d'obligations vertes 2030 avec un coupon de 4,5%. Du côté de Nexity, on a obtenu des banques le droit de déroger au ratio conditionnant le prêt corporate jusqu'à l'arrêté des comptes 2024. Le promoteur espère faire de même avec les porteurs obligataires Euro-PP. Le groupe Clariane confirme étudier des cessions pour se désendetter, notamment au sujet de son activité hospitalisation à domicile et services de soins infirmiers à domicile en France. Selon l'Australian Financial Review, merci Alpha Value de l'avoir vu, Neoen a engagé Bank of America pour placer 30% de son portefeuille australien. Il serait valorisé 4 milliards de dollars australiens, dont 1,6 milliard de dollars donc pour les 30% concernés. L'OPA sur Charger a permis à l'actionnaire principal de se renforcer à 67,6% du capital. Sharwood Energy signe une nouvelle commande de chaufferie biomasse pour une scierie en Ille-et-Vilaine et Damien Chiaffi est nommé directeur général de MRM. Côté publication de résultats de mid-cap française, on a Aquel, Vinpay, LDC, Xilam, Hydrogène de France ou encore Genfit. À l'international, on commence en Europe. ASML fait l'objet de pressions nouvelles de la part des États-Unis pour mettre un terme à l'entretien de ses équipements en Chine. Holcim achète le fabricant de systèmes de construction en béton argentin Tensolite. Eni prévoit de lancer un programme de rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros cette année. Grifols fournit des éclaircissements à l'organisme de surveillance espagnol sur les calculs antérieurs de son EBITDA après avoir été attaqué par un fonds spéculatif baissier. Aux États-Unis, Disney prévoit de lancer une campagne de répression contre le partage de mots de passe à partir du mois de juin dans le cadre de ses efforts pour rendre l'activité de streaming rentable. McDonald's a conclu un accord pour racheter le groupe Alonial qui est propriétaire en Israël de 225 restaurants franchisés. Goldman Sachs et Morgan Stanley doivent faire face à un procès d'investisseurs sur l'effondrement du fonds Archegos et Apple licencie 600 employés après l'abandon de son projet de voiture électrique. Par ailleurs, Experian acquiert Ilion pour 542 millions de dollars. Meta a repoussé la tentative de la FTC d'amender l'accord sur la protection de la vie privée de 2020. Duke Energy vend sa participation dans une ligne de transmission à John Lane Group et Nir Patel, le COO de GameStop, a quitté ses fonctions. On termine sur l'Asie où les bénéfices de Samsung Electronics explosent à la hausse au T1, mais ça c'était prévu. SK Hynix dépense 3,9 milliards de dollars pour une usine d'emballage aux États-Unis. Un autre acteur coréen, LG Energy Solution, démarre la construction d'une usine de 5,5 milliards de dollars de batteries en Arizona. Enfin, BYD va lancer une camionnette électrique. Du côté des publications du jour, il n'y a pas grand-chose. On High Precision et Yaskawa Electric Corporation en Asie. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un très bon week-end.